Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous recevoir dans le salon de l'atelier 128 situé en plein cœur du siège de l'œuvre Falleret pour parler de santé mentale. Aujourd'hui, on va se détendre avec Annabelle qui va nous parler de massage, mais un massage pas comme les autres, un massage émotionnel. Stéphane, lui, nous présentera Mon Suivi Psy, un service, un tout nouveau service qui vise à permettre à chacun de mieux connaître son trouble afin de faciliter le bon choix du traitement. On en saura plus tout à l'heure. Mais avant cela, nous allons accueillir nos invités du jour. Fabienne Hubert, bonjour. Bonjour. Psychologue, accompagnatrice de projets dédiés à la santé mentale. Vous C'est nous tout à fait ça. expliquerez tout ça dans un instant. À côté de vous, Frédéric Crotta. Bonjour, journaliste Bonjour. et producteur. Et de l'autre côté, Olivier Surville, journaliste et réalisateur. Bienvenue Bonjour. à vous aussi. Merci. Et puis en visio avec nous, nous avons Bernard Royer de Véricourt. Salut Bernard, en ligne avec Bonjour. nous. Comment ça va Bernard? Bien, c'est la première émission en visioconférence. Je vous laisse la main. Alors ma première question, c'est vous êtes l'initiateur du chantier naval thérapeutique. Qu'est-ce que ça signifie un chantier naval thérapeutique? Alors, le chantier naval thérapeutique, c'est un projet qui est né de la collaboration avec un infirmier et moi-même qui suis charpentier de marine, père aidant, sauveteur secouriste en santé mentale et usager en rétablissement depuis plus de 8 ans. J'ai eu l'occasion et l'opportunité d'acheter un bateau que je voulais restaurer en mutualisant les actions, les partenaires. Donc, je me suis associé à un hôpital de santé mentale et nous avons créé un binôme soignant-soigné, encadrant technique, infirmier. Et nous avons eu l'occasion de restaurer pendant presque 2 ans avec des usagers, à raison de 1 à 2 demi-journées par semaine, un bateau de 5,60 m qui est un Edel de 1967 par l'architecte Maurice Edel. C'est un petit voilier sur remorque à voile qui a beaucoup de charme et qui est très pratique pour démocratiser la voile avec des personnes en situation de handicap, de précarité. Voilà. D'accord. Et alors l'idée, c'est d'avoir fait ramener ce bateau dans l'hôpital directement. Voilà, exactement. Par quel biais? Comment ça s'est passé? C'est quand même assez incroyable de faire venir un bateau dans un hôpital. Oui, parce que, d'abord, pour me présenter, je suis fils et petit-fils de marin, j'ai un peu d'eau de mer dans les veines, je porte le prénom de mon grand-père qui a été noyé à la guerre, donc au départ, j'étais sensible au fait que l'eau et les bateaux faisaient partie de ma charpente de marine. Voilà. Et puis, le bateau, je l'ai acheté après mon CAP charpentier de marine et je l'ai ramené sur remorque à Angers où j'ai mobilisé financièrement des partenaires, la mairie d'Angers, le Sésame. Et en octobre 2020, on a signé une convention de partenariat avec l'hôpital de santé mentale, Angevin, pour créer le chantier naval thérapeutique, proprement dit. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le Sésame? Alors, le Sésame, c'est un centre de santé mentale angevin. C'est l'hôpital psychiatrique du Maine-et-Loire qui regroupe la région de Angers, toute la Grande Couronne et qui sert au rétablissement et aux soins psychiatriques de la pédopsychiatrie jusqu'à l'âge adulte. Et quel est l'intérêt de faire ce projet finalement? Alors l'intérêt du projet, c'est que en fait, on est dans une dynamique. Ici, on restaure des hommes. Ici, on restaure un bateau. Vraiment, on a ouvert le champ des possibles. On a créé une dynamique dans l'hôpital de bienveillance, de changement de regard, de déstigmatisation pour les usagers, la direction de l'hôpital
et vraiment promouvoir le rétablissement, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors de là est né un documentaire et c'est là que je vais me tourner vers Frédéric et Olivier. Vous avez donc réalisé un documentaire. Comment s'est passée votre rencontre et justement l'idée de réaliser un documentaire pour parler de ce chantier naval thérapeutique? Qu'est-ce qui veut bien répondre? Olivier, parce que je crois que tu as rencontré Bernard au cours d'une navigation. Voilà, donc toute l'histoire a commencé à Angers sur la Loire au cours d'une sortie à bord de bateaux traditionnels qui s'appellent des tous. Hein, c'est les bateaux qui servaient au transport des marchandises. Et donc il y a des passionnés qui font des navigations à la voile. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Bernard Royer de Véricourt. Et étant moi-même, ayant déjà fait de la restauration de voiliers à La Rochelle, avec ma famille qui est un pied dans la plaisance, j'ai tout de suite été réceptif à son message. Il m'a parlé de son projet. Je lui ai parlé de ce que je faisais un peu dans la vie. Il m'a dit, bah tiens, moi je restaure des bateaux, toi tu fais de l'audiovisuel, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Et ça a cheminé, des semaines se sont passées, et puis que j'ai commencé à réaliser qu'en fait Bernard était une personne très intéressante pour parler du rétablissement en particulier, pour parler de sa région, pour parler de ses passions, puis parler du rétablissement et de la santé mentale en général, quoi. Que c'était un personnage extraordinaire pour évoquer tous ces sujets. Et puis petit à petit, on a mobilisé des forces de production pour se déplacer, aller le voir, suivre le chantier. Et puis, on a fait des sessions de tournage régulièrement pour filmer du travail, du ponçage. Le bateau était déjà dans l'hôpital, avec les usagers, pour savoir comment tout ça fonctionnait, hein, dans l'ancienne chaufferie de l'hôpital, hein, local industriel. Et donc, puis petit à petit, les rushs, comme on dit en audiovisuel, nous ont convaincus de la validité du film, sa viabilité. Et puis petit à petit, je me suis mis à rechercher quelqu'un qui serait intéressé pour me produire. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon ami Frédéric Crotal, que je connais depuis 20 ans. Par hasard. Dis donc, ça fait 20 ans maintenant, en fait, ça faisait 20 ans que vous vous connaissiez, mais c'est vraiment, il est venu vous voir. La santé mentale, pour toi, ça signifie... Oh, je ne vais pas y arriver. La santé mentale, ça signifie quoi pour toi? Avant, ça signifiait pas grand-chose. Je n'avais pas vraiment pris conscience de ça, puisque personne dans ma famille est touché par la santé mentale que moi-même. Je n'ai pas eu d'expérience dans ce domaine-là. Mais quand même, j'ai vécu une séparation et là, j'ai commencé à entrevoir un petit peu ce qu'on pouvait éprouver quand on était triste et malheureux. Et ça a été aussi un déclencheur dans l'envie de faire un film et puis de raconter personnellement personnellement de mettre ma touche. Puis, je me suis rendu compte aussi que la couverture médiatique de projets comme Bernard était très faible. Qu'il y avait peu de gens qui s'intéressaient à des sujets comme ça, ou alors quand on s'y intéressait, c'était traité un petit peu vite fait. Et donc je me suis dit, voilà, le terrain est libre, le champ est libre, c'est temps de faire quelque chose, et de faire avec une vraie intention de réalisation, une vraie objectivité, un vrai travail, un regard empreint de douceur et de bienveillance, d'écoute. Je me suis dit, on va faire de manière à ce que le film soit à l'image de cette écoute. Parce que par exemple, des gens comme Depardon ont fait des choses sur la psychiatrie, mais c'est pas toujours facile à regarder, c'est pas toujours simple. C'est pas tout public. Puis des fois, il n'y a pas de la violence, mais on n'est pas dans la plénitude totale. Dans notre film, on a essayé vraiment d'être cool et de naviguer, de montrer des choses sympas, alors que le sujet, des fois, c'est vrai que... Bien sûr, c'est un sujet important. C'est un sujet important. Et Frédéric, toi, tu as dit oui tout de suite quand Olivier t'a présenté le projet? Oui, parce que moi, en revanche, j'ai connu dans ma famille un cas de schizophrénie. Donc j'étais vraiment très très sensibilisé par le sujet et je trouve effectivement qu'on n'en parle pas beaucoup. Enfin, ça a été, moi me concernant, un vrai tabou. Enfin, quand une famille découvre cette maladie, elle est totalement désemparée. Il y a vraiment un Tu as tabou. vécu ça de très près? De très près, oui. Oui, tout à fait. C'est mon frère en fait qui était schizophrène. Et voilà. Et ça m'a vraiment évidemment touché tout de suite. Et puis surtout, enfin moi, quand j'ai regardé les rushs, parce que j'ai pas pris le projet au début. Mais quand j'ai vu ce qu'avait déjà tourné Olivier, j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait, une très très bonne qualité, et que ce soit dans l'image,
Que dans mais le aussi fond. dans le fond. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que toi, Bernard, donc tu es atteint d'un trouble psychique. Est-ce que tu peux nous en parler? Eh ben, j'en fais une force. C'est Voilà. quel trouble? J'ai un Est-ce que... trouble psychique déclaré depuis plus de 20 ans. Euh, Mais aujourd'hui, tu es disons, marié, tu as 3 enfants et totalement stabilisé, voire rétabli. voilà. Et puis, il faut parfois sortir hors du cadre pour découvrir que ses potentialités. Donc, certaines personnes, je pense à des artistes qui ont peint des tableaux magnifiques, reconnus après leur décès. Je pense à des musiciens aussi, qui étaient des musiciens torturés, mais qui en fait avaient une vraie sensibilité. Et la force de la maladie mentale, c'est d'aller au cœur du bien-être, au cœur de l'être. Et si on ne sombre pas dans les profondeurs, on peut trouver des réponses extraordinaires sur le bonheur, la joie et même le plaisir. On parle de rétablissement même, hein. Oui, le rétablissement fait partie de une fonctionnalité, un équilibre clinique, des projets sociaux, un sens existentiel. Tout ça, c'est le rétablissement et ça fait partie de mon être. Voilà. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder le teaser, comme on dit, hein, la bande-annonce de ce documentaire que vous avez réalisé, qui n'est pas encore sorti, mais on va en parler dans un instant. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Je ne pouvais pas rester loin de ce qu'était le bateau, le milieu maritime, le milieu fluvial. J'ai été diagnostiqué schizoaffectif. Et j'ai connu différentes hospitalisations, à Paris d'abord. On essaye de s'associer, de voir comment on peut être bien. Et toi, avec tes compétences de menuisier, là, tu peux faire on a tout l'avant, là. Bah, sérieux, j'ai besoin de tes conseils. J'ai envie de te faire travailler sur l'avant. Retourne à gauche, là. Lentement. Hop, juste là, tu vois, il n'y en a pas trop, là. Voilà. Quand on réussit quelque chose sur du concret comme le bateau, quand on réussit à faire une pièce, on reprend de la confiance en soi et on est content de soi. Moi, c'est ce que ça m'apporte en tout cas. Enfin, après, il faut qu'il y ait une envie aussi d'aller vers le travail, quoi. Ah, c'est chouette. Vous l'avez terminé? Ah, là, c'est la surprise. Oh, il est beau. Un bateau dans un hôpital, ça a suscité beaucoup d'espoir. Les gens voyaient leur travail sous un autre angle, beaucoup plus épanouissant et tout ça. Ouais. Moi, j'ai épousé un homme, avant tout d'épouser une maladie. Je crois que longtemps, quand même, la psychiatrie a pensé qu'on devait décider pour les gens atteints d'un trouble grave lié à la maladie mentale. Et aujourd'hui, il y a un changement de regard. Il va falloir repenser la question collective dans les hôpitaux. C'est un vrai enjeu, hein, philosophique quasiment. Combien de temps est-ce que vous avez mis pour réaliser ce documentaire, Olivier? Donc c'est à partir du moment où l'idée a germé, il m'a fallu 6 mois pour m'organiser et après on a suivi Bernard le travail du chantier naval sur 1 année, jusqu'à la mise à l'eau. Et jusqu'au moment où le bateau a pris son... Faut pas tout dire. Faut pas tout dire. D'accord. Est-ce qu'on dit la fin? Non. Non. Il faut pas découvrir spoiler, ce magnifique documentaire. Fabienne, je vais me tourner vers vous maintenant. Alors vous êtes, je vais dire tu d'ailleurs, tu es psychologue, tu as travaillé entre autres en ESAT et aujourd'hui tu es accompagnatrice de projets. Plus précisément, ton rôle c'est de trouver des fonds. C'est ça? C'est ça. D'où ça Pas vient que, cette mais motivation? Cette motivation est à la fois personnelle, parce que moi aussi j'ai été touchée, comme Frédéric, de très près par la maladie psychique de ma mère, en l'occurrence. Et je me suis rendu compte très jeune que
En dehors de l'hôpital, il n'y avait rien. Tu sortais de l'hôpital, tu rentrais chez toi, tu retournais à l'hôpital parce que ça n'allait pas. Les gens autour de toi se foutaient de toi parce que tu prenais des médicaments, que tu tremblais. Voilà. Donc, petite, quand tu tombes là-dedans, ça fait réfléchir. Je suis devenue psychologue tardivement et en psychiatrie adulte où j'ai fait mes stages à Nantes, je me suis rendu compte qu'en 50 ans, 60 ans, enfin 50 ans, rien n'avait bougé. Selon mon point de vue, ça avait peu bougé, on va dire, selon mon point de vue. Et notamment, j'ai vu, pareil, des patients sortir et revenir de plus en plus mal parce que autour d'eux, c'était un rejet, une incompréhension, de la méchanceté aussi, de la moquerie, mais il est fou, enfin bon, tout ce que je déteste entendre. Et donc c'est ma motivation numéro 1 maintenant, c'est d'aider les projets le plus possible à trouver leur devenir, leur place, grâce à de l'argent, puisque de toute façon c'est le nerf de la guerre. Et comment tu es arrivée jusqu'à ce bateau-thérapie? Bernard a eu mon numéro de téléphone, je crois, me rappeler par le CREPSI, qui est le centre ressources de handicap psychique des Pays de la Loire. Parce que je connais bien ce milieu-là, et il m'a dit, il y a, je ne sais plus, 1 an et demi peut-être, est-ce que tu ne veux pas être marraine du chantier naval? Et je me suis dit, tiens, ça a l'air hyper intéressant, mais bon, et je suis allée les voir un jour, et j'ai juste craqué, en fait. Je me suis dit, mais c'est humble comme projet, c'est pas une grande truc où tu parles beaucoup et tu fais plein d'énormes choses qui vont transformer le monde. C'est humble, mais c'est d'une humanité absolument stupéfiante entre nous, tous les gens qui sont autour de Bernard. 2 acolytes d'à côté aussi. Et puis c'est du concret, ce que je dis dans le film aussi, c'est que moi ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que d'abord ce soit Bernard qui soit à l'origine de ce chantier. Ce que je disais tout à l'heure. Hein? Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah c'est vrai, c'est un entrepreneur, c'est un des usagers, ce qui est assez rare. Moi ce qui me tue aussi, ça je tiens à le dire, c'est la plupart du temps, parce que les personnes ont un trouble psychique, on va leur donner des emplois totalement débiles, qui font aucun sens, dans la grande distribution, où tu te lèves à 5h du matin pour faire des tâches qui de toute façon rendent dingue, donc ça sert à quoi de faire ça, quoi? Oui, c'est ça, c'est un peu l'expérience que tu as eue en ESAT, pour toi ça alors non. Ça servait à rien ou non? Non. Là je suis pas d'accord, par contre. Les ESAT où j'ai bossé sont des super ESAT dans les Pays de la Loire. C'est 2 choses différentes. 2 choses différentes. C'est surtout que, si tu veux, on dit souvent, bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Je crois que c'était Audiard qui disait ça. Laissons passer la lumière des gens, en fait. Oui. Tu vois, non seulement aidons-les à ce que cette lumière jaillisse. C'est exactement ce que disait Bernard tout à l'heure, il sourit, je crois. C'est qu'il y a des trésors, en fait, à l'intérieur de ces fêlures. Bien sûr. Et je le pense vraiment, vraiment, vraiment. Et toute mon énergie et puis mon réseau, parce que j'en ai comme un main, on ne va pas se le cacher, tout ce que je peux mobiliser pour soutenir des projets comme celui du Capitaine Rétablissement qui me regarde. C'est comme ça que vous l'appelez, Capitaine Rétablissement? Ouais, en tout cas, moi je l'appelle comme ça. Je ne sais pas toi, mais moi je l'appelle comme ça. Ouais. Voilà. C'est un beau surnom. Quels sont les autres projets que tu as aidé à mettre en place, par exemple? Donc j'ai monté complètement un projet à Nantes il y a plusieurs années, donc qui fonctionne aujourd'hui. Et à partir de là, j'ai été sollicitée par la Maison Perchée. Oui, avec Maxime Zidvogel. Maxime Zidvogel, Victoria, Caroline Matt, voilà, Rémi Usan et tout. Ils m'ont demandé depuis le départ si je voulais bien faire partie un peu de la troupe. Donc je les aide de façon un peu transversale sur différents points. Ouais, aujourd'hui, la Maison Perchée a un certain poids médiatiquement déjà. L'équipe. Et on en parle beaucoup de la Maison Perchée. Donc ça fait partie des projets que tu as aidé à financer. Oui. Et dernièrement, donc, il y a le festival Facette Festival, plus précisément. Oui, Facette Festival. Un festival donc dédié à la santé mentale également. Et pareil, tu as fait appel à ton réseau. C'est ça. Clémence m'a appelée aussi. J'ai été séduite par son charisme. Et ça, elle a une espèce, je ne sais pas comment on pourrait dire, elle est sémillante, je pense que c'est le mot. C'est ça, non? Ça existe ce mot-là? Elle pétille et elle a une intelligence absolument hors norme au niveau des projets qu'elle mène, enfin de celui-ci en tout cas. Et voilà, j'ai essayé de faire de mon possible
trouver des sous, mais je ne suis pas la seule à en avoir trouvé. Elle s'est aussi très bien débrouillée, toute l'équipe. Pareil pour la maison perchée, hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Non, mais bien sûr, mais c'est un gros. maillon C'est un maillon, d'une c'est ça. chaîne qui ça. permet justement de Exactement. mettre au grand jour tout ce qui se passe. Et alors, est-ce que tu penses, Olivier, que si toi, tu ne t'étais pas intéressé à ce projet, eh bien personne, finalement, les médias n'auraient pas été mis, il n'y aurait pas eu de coup de projecteur sur... Oui, Ouais. je pense, ouais. Que si on n'avait pas s'était mobilisé notre énergie, nos moyens techniques pour faire un film long comme ça, s'emparer du projet, je pense qu'il n'y aurait pas eu de gens qui s'y seraient vraiment intéressés spontanément. Parce que bon, alors c'est surtout le fait d'avoir rencontré Bernard, puis qu'il m'ait parlé, puis qu'il est avec sa persuasion qui m'a mobilisé. Mais non, je pense que oui, effectivement, alors peut-être par chance, mais j'avais déjà vu des petites choses faites autour du chantier naval thérapeutique, ça restait vraiment très anecdotique, quoi. Ouais. Et toi, Bernard, tu as eu envie de mettre un coup de projecteur à ce projet. Pour quelle raison? Quand tu as rencontré justement Olivier et tu lui as proposé de filmer, c'était quoi l'envie au départ? Ça a été de trouver des ressources extérieures aux miennes, parce que seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin, dit-on. Donc je me suis dit, si je veux mener à bien ce projet, eh ben, il faut que j'arrive à trouver des personnes. Donc ça a commencé par des partenaires financiers quand on a été récompensé pour différents prix d'appel à projet. Après, ça a été l'institution psychiatrique, et puis après, ça a été le réalisateur. Et Olivier, il a vraiment eu le coup de foudre quand il a découvert, on peut préciser, le blog. Parce que pour communiquer autour du projet, je rédigeais régulièrement à chaque séance de chantier un journal de chantier illustré, donc sur un blog. Et il y a 54 journaux illustrés avec chaque fois découvrir encore aujourd'hui. Hein. Donc ça a vraiment été un tremplin, ce blog, pour Olivier, parce que je crois qu'il s'en est saisi, il se l'est approprié, il en a fait une matière pour écrire des synopsis. Et donc, moi, j'ai laissé le projet vivre, en fait. Je suis comme un artiste. L'œuvre du chantier naval ne m'appartient pas. Elle appartient à ceux qui sont motivés par leur établissement, à ceux qui ont la volonté de partager des valeurs autour du rétablissement, autour de la pérédance, autour du pouvoir d'agir. Et le bateau est un support, en fait, et voilà. Et donc, le tout, c'est de se désintéresser pour le laisser vivre naturellement. Voilà. Donc, ce documentaire, Bateau-thérapie, a été diffusé pour la première fois à Facette Festival. J'imagine que c'était une grande fierté pour vous de montrer ces premières images. Pour vous, Frédéric, c'était une émotion particulière? Oui, bien sûr, parce que ce qui est important, c'est de voir un peu la réaction des gens qui sont concernés aussi par ce sujet. Et c'est vrai que, je voudrais parler de Bernard, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une énergie absolument incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a suivi. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il dégage une telle énergie qu'on a envie de se battre pour lui. Et je pense que les gens qui ont vu le film, effectivement, ont ressenti aussi cette énergie, cette bienveillance et ce travail qu'il a fait et qui est vraiment exceptionnel. Bravo Bernard. Moi, je n'ai pas encore vu le documentaire. J'espère que je vais le voir en entier très très bientôt. Peut-être qu'il sera diffusé sur notre web TV, bien dans ma tête TV. On verra ça, on va en discuter après. On va en discuter, ouais. Bernard, est-ce que tu as des petits trucs, des petites astuces quand tu sens que voilà, c'est un moment un peu compliqué pour toi? Quels sont tes petits trucs à toi? Eh ben, j'essaie de dormir bien, calmement. J'essaie d'avoir une hygiène alimentaire assez équilibrée, sans excès. Quand il y a des relations conflictuelles ou un peu compliquées, je me sens pas impliqué. J'essaie de pas
Il y a des gens qui ont besoin de d'avoir la grosse tête pour exister. J'ai l'impression que moi, je cherche à être à ma place et je cherche le sens de la guérison, avant tout. Pour moi, ça peut être la méditation, ça peut être la prière, c'est parce que j'ai des croyances, ça peut être les rencontres. Enfin, il faut avoir du lien social, il faut ne pas s'isoler, il faut accepter de porter sa maladie avec dignité et l'amour aide beaucoup. Voilà. Ouais, l'amour. Un maître mot. Mais entre vous, il y a beaucoup d'amour, hein, d'ailleurs. Hein, Je crois. Non, mais si on le sait, je ne sais pas si vous le voyez ici sur l'émission, mais quand c'est un peu off, on sent que vous vous aimez quand même beaucoup. Alors, on va passer à la chronique d'Annabelle, parce que elle, sa petite astuce qu'elle est venue nous présenter, eh bien, c'est le massage émotionnel. Bonjour Annabelle. Bonjour, dis donc, il y a Bonjour, 3 Annabelle. personnes sur le plateau. Et plus On en a une qu'un. en visio, écoute, hein, tu vois. 4. Beaucoup de spectateurs pour écouter ce qu'est le massage émotionnel. Émotionnel. Alors, massage bien-être émotionnel. Précisément. Précisément. Alors, j'ai rencontré une personne extraordinaire qui s'appelle Daniel Bouéry, qui est masseur. Alors, il fait 30 000 massages, dont le massage émotionnel. Alors, je vais juste vous laisser voir le sujet. Vous allez être hyper jaloux parce que j'ai testé pour vous. Désolée, il fallait bien quelqu'un. Je me suis dit, bon, écoutez, je vais y aller, ne vous inquiétez pas. Donc, regardez le sujet et puis vous pourrez m'en vouloir après. Pas de souci. Waouh! Oh là 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 là! Voilà la pièce donc de massage Magnifique! adaptée à un massage bien-être. Alors, quand on rentre ici, déjà, il y a une odeur. Ça sent, il y a un truc, ça sent bon, ça sent la lavande, c'est un mélange de tout. Il y a une sorte de sérénité. Est-ce que c'est important, ça, l'ambiance? Il faut que dans les premières secondes, quand la personne arrive dans cet espace-là, elle se sente bien. C'est quoi la différence entre un massage bien-être émotionnel ou un massage qu'on voit un peu en institut? Le massage en fait qu'on dit massage classique, c'est un massage où ça ressemble presque plutôt à du massage musculaire. Simplement, on travaille du muscle, on travaille de la douleur, on travaille des tensions. Là, l'avantage d'un massage bien-être, comme le nom le dit, c'est-à-dire que ça pour apporter du bien-être. Alors le bien-être n'est pas que musculaire, n'est pas que physique, il est aussi un bien-être en soi. Et ce bien-être, on travaille à travers 3 dimensions dans le massage, c'est-à-dire le massage musculaire, circulation sanguine, etc. Mais il y a aussi la partie énergétique. Et ces 2 éléments qui permettent de lâcher prise et de permettre au corps de se détendre vont libérer tous des blocages émotionnels. C'est pour ça qu'en effet, cette partie émotionnelle, pour moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus, parce que quelque part, c'est ce qui permet à la personne de sortir d'un massage en disant « Waouh, je suis beaucoup mieux que quand je suis rentré ». Enfin, le corps va pouvoir parler, j'imagine, ça doit être ça? Ouais, c'est ça. Ça va se libérer de tous ces entraves intérieures, en fait. Tous ces blocages qu'elle contrôlait consciemment, et par le massage, inconsciemment, ça va se libérer. Et c'est à ce moment-là que ces émotions qui ne sont plus contrôlées par le conscient vont se libérer. Alors oui, je suis totalement jalouse. Ah, je sais bien. Il faut essayer ce massage. Ben oui, non, mais alors, il faut l'essayer, mais il faut le réessayer et encore réessayer. Parce que si on fait qu'un massage émotionnel, je vais vous en parler, ça ne sert à rien. On en fait un et basta, non. Un massage émotionnel, c'est une sorte de cure, entre guillemets, pendant 2-3 mois, peut-être y aller. Alors après, c'est au bon vouloir, hein. Mais c'est bien de le faire plusieurs fois pour vraiment que tout s'évacue. Alors, pour vous Mais c'est quoi expliquer un petit les peu- définitions? voilà. Oui, les définitions. Eh bien, précises. déjà, il y a le mot émotionnel dedans. C'est-à-dire qu'un massage, quand on va en institut pour se faire un petit massage, on se met Ça une bonne détend. crème, ça détend, basta, merci. On au sent revoir, bonne bon, on a journée. la peau propre et tout ça. Voilà. Là, on est vraiment sur l'écoute. Il y a le masseur, c'est une relation entre le masseur et le massé. Donc, il va y avoir d'abord une écoute. On arrive dans un endroit, déjà tout est mis en scène, hein. Il y a une odeur, une ambiance. Après, on va devoir répondre à un questionnaire seul. Et après, on en discute avec le masseur pour qu'il comprenne un petit peu. Et plus on discute, plus on avance dans les tensions, plus on se dit, bah oui, mais je suis un petit peu tendue là, mais c'est dû à quoi? On ne s'exprime pas forcément, mais on commence à se lâcher un petit peu. Donc, une fois après que le massage est en route, donc il y a tout un rituel. Et là, on est vraiment sur le lâcher-prise. En fait, on est vraiment sur le massage. Il y a plusieurs sensations. Déjà, une sensation de bien-être
bien-être, où toutes les hormones vont revenir. Parce que souvent, le corps, les émotions, c'est les hormones. Donc si on est stressé, c'est l'hormone du stress qui va sortir. Et le masseur va être là pour justement faire ressortir toutes les hormones de l'adrénaline, le cortisol, la dopamine, la sérotonine. Donc déjà, ça va envoyer du positif. Ensuite, on a un lâcher-prise total du corps parce qu'au bout d'un moment, le masseur est tellement à l'écoute de notre corps qu'il y a une relation qui se fait sans parler. Le corps, en fait, s'exprime tout seul. Il n'y a pas besoin de parler. Et vraiment, et pour le coup, je suis complètement témoin. Je déteste qu'on me touche. Mais vraiment, moi, c'est un truc, j'ai fait, non, mais le massage. Alors, je suis allée parce que, voilà, c'est mon rôle. Mais je n'aime pas qu'on me touche. Enfin, j'ai ma petite bulle de bien-être. Voilà, vous êtes gentils. Et là, je me suis dit, mais Annabelle, comment tu vas faire en 1h30, ça a duré. Pourquoi Marie-Letty m'a demandé d'aller faire ça 1h30. Et en fait, je n'ai rien senti. En fait, c'est un praticien. En fait, tu veux dire pas que tu n'as rien senti de désagréable? Non, voilà, moi qui suis très très renfermée, là j'ai vraiment relâché tout et 1h30, j'ai rien, enfin je n'ai pas vu le temps passer. Et plus on le pratique, plus on pratique le massage et plus la sérénité arrive en fait. Donc là, bon, je suis allée qu'une fois, je vais y retourner peut-être la semaine prochaine et encore la semaine d'après, encore la semaine d'après, pour vraiment être sereine. Pour être sûre que ça... Je suis pas encore assez sereine. Et on évacue les toxines. Alors le transit, effectivement, il y a effectivement après le massage. Le lendemain, on boit beaucoup d'eau. On a très soif, on évacue beaucoup. Donc il y a vraiment, on sent qu'il y a un truc qui s'est passé. Et dans l'expérience en fait de Daniel, lui, il appelle ça les massés. Moi, je disais les patients ou les clients, mais il appelle ça les massés. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont revenues très positives, qui sortaient de burn-out ou qui sortaient de dépression, qui ont repris confiance en elles, un rapport au corps aussi de confiance, des personnes qui avaient eu des traumatismes, notamment en rapport charnel, le corps, des viols collectifs ou autres. Il y a eu des cas quand même assez lourds. Oui. Assez lourds. Et il a réussi, les personnes ont réussi à retrouver un peu leur corps. Se réapproprier son corps. Et à avancer dans l'expérience, c'est-à-dire de passer outre, de dire ok, bon, c'est passé, maintenant on va aller plus loin. Daniel a l'air extraordinaire. Ouais. Alors vous verrez dans la version longue du sujet, il y a des témoignages de sa part qui sont assez... On était un peu scotchés avec le cadreur, on était bon, waouh. Allons-y. Voilà. D'accord, voilà. Une version longue que vous pourrez retrouver dans son intégralité sur bdmt.tv. Et l'idée, c'est vraiment un temps pour soi, un temps pour parler avec soi-même, se retrouver et relâcher tout. Et c'est pas intrusif du tout, finalement. Non. Même dans le questionnaire, non, parce qu'il y a quand même des questions un peu intimes ou En fait, c'est à nous de dire, c'est à nous de choisir si on veut répondre si on veut en parler ou pas. Mais en fait, inconsciemment, on en parle. Donc, moi, je sais que c'est venu tout seul. Je n'ai pas forcément envie de raconter ma vie. Mais en fait, on le dit parce qu'on se dit, moi, j'ai des tensions ici, parce que... Et là, en fait, ça sort tout seul, parce que machin, ou j'en sais rien. Ouais. Le corps s'exprime. Le corps s'exprime. Et quand on sort de là, on est... j'avais une banane et une patate. Enfin, j'avais une pêche. Une pêche, une patate. Une patate. La banane. Voilà, je suis allée dans le métro, ça m'a vite calmée. Les fruits et légumes. C'est ça. Mais voilà, à faire, vraiment à faire, parce que c'est une expérience assez... assez chouette. C'est bon, on va aller voir Daniel. Hein. Ça coûte combien? On va y aller. Allez, merci. Ah oui, alors la marge de prix, c'est entre 40 et 80 €. Ça va dépendre du massage que vous demandez, parce qu'il y a plusieurs styles de massage. Bernard, toi, un petit massage émotionnel, ça te tente ou pas? En fait, c'est très facile à faire, le massage émotionnel, parce que le matin, quand on se réveille, on se dépoussière comme ça, vous savez. Ah oui, ça c'est une méthode de comédien aussi. On se fait un massage émotionnel en se dépoussiérant. On se lave. Et puis, de toute façon, on a tous une énergie à transmettre. On peut la garder en soi, la sublimer, la résilier, tout ça, ça fait partie de notre unité de l'être. On n'est pas seulement corps, on est esprit et âme. Donc tout ça fait que le massage émotionnel, c'est la concrétisation d'une harmonie qu'on transmet à autrui. Voilà.
Parle bien Bernard. Ah, mais il est excellent. Je m'en lasse pas. Hein. D'ailleurs, en parlant d'énergie, c'est ce qu'il explique. Il faut que vraiment que l'énergie circule dans tout le corps. Donc lui, il prend les énergies négatives. Et d'ailleurs, pour évacuer les énergies de son côté, Daniel, il enlève ses chaussettes. Parce qu'à un moment donné, il me massait, il était il y a un truc qui va pas. Il enlève ses chaussettes et apparemment, ça Oui, part, la reconnexion avec le Voilà. sol aussi. Bon, et Tout pourquoi un pas, truc. c'est un j'ai adoré. personnage. Ah oui, non, mais... Merci beaucoup Annabelle de Mais nous de avoir rien, donc merci à présenté toi. ce massage émotionnel. Bernard, tu es père aidant. Dans quel le domaine de la père aidance, toi tu t'es dirigé uniquement dans la charpente marine ou il y a d'autres sujets pour lesquels tu travailles en tant que père aidant? Alors, je suis père aidant, effectivement, au sein de l'hôpital de santé mentale. À l'issue du chantier naval thérapeutique qu'on a construit il y a 2 ans à peu près, le centre de santé mentale m'a proposé un contrat encadrant technique père aidant. D'accord. Donc j'ai la double casquette, voilà. Je travaille à la fois techniquement pour la construction future de canoës et je travaille auprès des usagers, des infirmiers et de la direction pour promouvoir le rétablissement et la déstigmatisation du handicap psychique. D'accord, des beaux projets. Donc il y aura aussi des canoës à suivre très bientôt alors. Voilà, Oui. un beau projet. Tu es toujours suivi par une psychologue, je dis je ne sais pas pourquoi je dis une, ou un psychologue. Ah ben oui, ça fait partie du contrat. En fait, j'ai plus que ça, je prends des médicaments stabilisants pour les régulations de l'humeur. Et en fait, ça ne m'empêche pas du tout d'avoir une vie spirituelle. Au contraire, si vous voulez, bien souvent dans la santé mentale, les gens qui subissent des traumatismes psychiques, pour s'en sortir, ils développent des capacités spirituelles. Alors, parfois, il y a des dérives, hein, mais quand c'est stabilisé, ça crée une belle harmonie entre le psychisme et le spirituel. Et moi, j'ai l'occasion de lire des ouvrages sur la foi, d'écouter des émissions, de partager avec des proches les interrogations spirituelles. De toute façon, on n'est pas seulement psychique, on est aussi une entité reliée à un univers. Et à mon juste milieu, moi, je vis ça de façon le plus équilibrée possible. Voilà. Oui, parce qu'on pourrait croire que quand on voit ce documentaire, quand on voit tout ce cheminement, cette voie du rétablissement, on se dit, voilà, Bernard, peut-être qu'il a encore besoin de ses médicaments, mais est-ce qu'il a besoin d'être suivi par une ou un psychologue, qu'il y ait un suivi psychologique qui soit encore présent? Et donc, pour toi, il y a la spiritualité et il y a ces rendez-vous que tu as régulièrement avec un psy. Oui, tous les 2 mois, pour renouveler l'ordonnance essentiellement. Voilà. D'accord. Et préconiser, à titre d'exemple, pour donner de l'espoir aux gens qui sont dans le rétablissement, j'ai eu des déclics différents à différents stades qui font que je n'ai pas été hospitalisé depuis plus de 8 ans. Voilà. Avant, c'était récurrent. Oui, là, c'est un... Bravo, c'est un beau message d'espoir, effectivement, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Il y a Stéphane qui va venir nous rejoindre ici sur le plateau et lui va nous faire découvrir ce nouveau service dont je vous parlais, Mon Suivi Psy, qui vise à permettre à chacun de mieux connaître son trouble afin de faciliter le choix du bon traitement. Bonjour. Salut Stéphane. Salut. Alors, Mon Suivi Psy. C'est ça qui... C'est ça, mais alors j'ai une mauvaise surprise et une bonne surprise, il faut l'annoncer. On savait ça allait changer de nom, l'application, et ça s'appelle Jardin Mental maintenant. Donc il y avait même un autre nom qui était Oui, c'est resté très longtemps Mon Suivi Psy, et puis on ne sait pas pourquoi ils ont changé. Voilà, toujours est-il, c'est qu'il faut retenir que c'est un concept qui permet en fait aux patients d'être ou aux personnes en situation de
de troubles, de pouvoir gérer un petit peu mieux leurs crises, leurs moments de troubles, leurs difficultés, avec une espèce de carnet de bord. C'est une application qui a été créée c'est une appli, voilà, à la Fabrique numérique des ministères sociaux, qui est une espèce de lieu de création et comme un Fab Lab, un endroit où ça bouillonne, où il y a des innovateurs, des chercheurs. Voilà. On agrège tout ça et avec Antoine qu'on a rencontré, on va le rencontrer dans le sujet, on a pu parler de cette application qui a pour vocation d'accompagner les personnes atteintes de troubles dans leur maladie quotidienne. Pourquoi ? Parce que par exemple, quand on a un problème, on note pas forcément pourquoi et comment c'est intervenu, qu'est-ce qui l'a déclenché. Et l'idée de cette application, comme on a toujours un smartphone sur soi aujourd'hui, c'est de pouvoir le noter immédiatement, de pouvoir analyser. C'est aussi de pouvoir avoir un tableau de bord de son humeur au quotidien. Et voilà, de se jauger. On va regarder le sujet parce qu'on a eu le plaisir d'être accueillis par Antoine, de rencontrer des patients et également une psychologue qui utilise cette application. On regarde ça. On réfléchit, on cherche des nouveaux services pour les usagers, avec les usagers, c'est ça ? Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment les méthodes de travail de la Fabrique numérique des ministères sociaux. Donc l'idée, c'est de développer en fait des produits qui sont vraiment utiles pour le terrain. En général, c'est pour les patients qui ont des fluctuations de l'humeur, notamment des troubles anxieux. Ça va être pour eux assez pratique justement de pouvoir repérer les situations qui peuvent donner du stress dans le quotidien et repérer le degré de stress également. Après, en consultation, ça nous fait gagner du temps, on peut travailler directement les problématiques cibles. Et vous avez des retours d'expérience des patients qui ont testé l'application justement et qui l'utilisent avec vous ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? En général, ils sont assez contents parce que ça leur permet de comprendre un petit peu pourquoi en fait ils développent une anxiété dans telle et telle situation. En fait, avant, je notais les troubles de l'humeur sur un papier par mois. C'était tous les mois je notais mes troubles de l'humeur et le traitement que j'avais pris, si j'avais pris les besoin ou pas. Et du coup, l'application numérique m'a permis d'avoir plus de données, de renseigner plus de données. Et du coup, de se séparer du papier, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Et quand je vais chez ma psychiatre, elle regarde. Disons qu'on gagne du temps vraiment et on va tout de suite sur les problématiques et sur la gestion de la problématique. Donc en fait, on a un apport de solutions qui se fait plus rapidement que si on n'utilise pas l'application. Alors il y a Bernard qui vient de voir le sujet, qui nous montre mon plan personnel de gestion de crise. C'est la même chose. Oui, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas exactement la même chose, puisque c'est numérique, qu'on a une gestion quotidienne, qu'on a une mesure quotidienne, et que si on veut, avec cette application, on peut choisir d'envoyer un rapport à son praticien, à son thérapeute, à sa psychologue, c'est immédiat, son psychologue, pour qu'il sache comment on est et ce qu'on a vécu depuis la dernière séance. Ça permet à chacun de préparer par exemple une séance, ça permet de jauger son état de santé mentale, parfois de se dire tiens, je suis mieux que je ne l'imaginais, parce qu'avec tous les curseurs qui sont décrits dans le tableau de l'application, on jauge assez facilement son état. La différence par rapport au papier, c'est que l'un des patients l'expliquait, parfois, on ne voit pas son psy régulièrement, ou sa psy, ça peut arriver, il y a des vacances, il y a un voyage, il y a des obligations. Et s'il faut décrypter toutes les notes papier qu'on a prises, et parfois dans des états de stress, d'anxiété ou de troubles liés à sa maladie ou à son état psychique, c'est difficile de relire ses notes, de refaire un compte-rendu, d'expliquer. Là, on a un suivi régulier. Je préviens quand même tout le monde que les datas ne sont pas conservées, ça c'est important aussi, mais ça permet au patient d'être vraiment acteur de son trouble, ou à la personne atteinte de troubles psychiques d'être vraiment actrice ou acteur de son quotidien, de son humeur, et de relativiser ou de pouvoir mettre le doigt sur un événement, de pouvoir ensuite en parler, verbaliser, caractériser les choses. C'est un peu ce que tu disais, Bernard, d'ailleurs, c'est d'être acteur de son rétablissement, c'est un peu ça finalement. Et là, c'est un outil numérique qui peut aider à ce genre de choses. Oui, comme dit la personne, là, Stéphane, c'est de mettre des mots sur les mots. Oui, ça c'est important. Voilà. Alors après, on peut mettre ses notes soit en lumière pour les relire à tête reposée,
soit les enfouir dans un placard pour ne pas y repenser. Alors là, cette application, elle est destinée uniquement aux personnes qui sont en situation de souffrance psychique ou c'est n'importe qui? N'importe qui peut l'utiliser. On n'est pas obligé de consulter quelqu'un, un thérapeute, un psychanalyste, un psychologue, pour utiliser cette application. On peut l'utiliser, bon, c'est toujours mieux dans le cadre d'un accompagnement, mais n'importe qui peut l'utiliser. C'est gratuit. Ce qui est intéressant, c'est que cette application, c'est gratuit et cette application, elle est conçue avec les personnes en situation de difficulté, quelle qu'elle soit. Des pères aidants. Effectivement, il y a les concepteurs, dont Antoine, du projet Jardin Mental, qui régulièrement prennent le pouls des utilisateurs et font évoluer cette application, puisqu'elle a déjà changé de nom, elle a changé, certains paramètres ont évolué depuis son lancement au début de l'année. Alors tu parlais d'un ministère, un laboratoire sur le ministère. Ministère, la fabrique numérique des ministères sociaux. D'accord. C'est un lieu de créativité, de création. D'accord, mais ça veut dire que c'est chapeauté quand même par un ministère. Bien sûr. Bien sûr. Et financé aussi. Voilà, c'est un lieu de la fabrique numérique, c'est un lieu de co-construction où l'on imagine, on crée, on teste de nouveaux services plus simples, plus agiles en associant les usagers. C'est tourné vers les usagers, donc effectivement, il y a le ministère et l'État qui interviennent dedans. Bon, Fabienne, tu disais tout à l'heure que les choses, à ton goût, n'avançaient pas assez vite. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'application? Est-ce que ça te rend sceptique ou au contraire, tu trouves que c'est un outil formidable? Je réfléchis. Il faut le voir en fait. Il faut le voir. D'abord, je suis quelqu'un d'assez concret. J'ai besoin de sentir l'objet. Tu vois, l'interface et l'intuition. C'est le côté un peu virtuel quand même qui est... Ouais, le côté virtuel. Et puis moi, je suis quand même de la vieille génération, on va dire. J'adore le contact humain, le contact avec le regard, la voix, la peau, accueillir les gens, les écouter. Donc voilà. Mais justement, l'application n'est pas là pour se substituer à ça. Elle est là pour faire un complément. Ouais. C'est ce que dit notamment la psychologue Evandelia Valadier qui nous a reçus et qui, avec certains patients, prépare les rendez-vous et le suivi. Et comme je le disais, elle peut recevoir un compte-rendu de la semaine de son patient via l'application si le patient le décide. Donc c'est complémentaire et ça vient... C'est pour ça qu'il faut vraiment que je vois, j'avais envie d'aller regarder tout à l'heure en vrai. Regarder en vrai un outil virtuel. Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir. Merci à tous d'être venus donc nous voir. Merci Bernard, Olivier, Fabienne, Frédéric et puis à nos chroniqueurs aussi, Annabelle et Stéphane. Et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres talk shows pour être tous optimistes et confiants. À bientôt.